L'association Négawatt, vous en avez entendu parler peut-être de l'association Négawatt, composée de techniciens des énergies propres. Il y a parmi ce groupe des gens qui sont plutôt spécialistes des énergies renouvelables, d'autres toutes les énergies renouvelables, et elles sont nombreuses, d'autres qui sont plutôt comme moi spécialistes d'économie d'énergie. Et nous sommes nés d'une publication qui date de 99, un petit livret qui expliquait comment faire sa propre transition énergétique chez soi, en commençant par sa propre maison. Et puis progressivement, nous sommes constitués en association. Et puis pour alimenter un débat national, en 2003, on a décidé de faire comme beaucoup d'instituts, c'est de mettre dans un seul tableur Excel le poids de nos idées, pour savoir combien nos idées pèsent, pour organiser cette transition énergétique. Donc progressivement, se fait autour de nous tout un tas de compétences qui nous permettent aujourd'hui de proposer un scénario pour la France, pour faire face aux enjeux. Personnellement, je suis ingénieur de formation, je travaille dans des organisations internationales, je viens de passer 10 ans par exemple au programme des Nations Unies pour le développement, j'étais basé à Dakar au Sénégal, où j'étais en charge de la lutte contre le changement climatique et de la transition énergétique. Je revenais sur tous les pays d'Afrique de l'Ouest, du Nord et du Centre, je connais très bien le Mali et les plantations que monsieur évoque, ça m'évoque plein de choses, même si moi je ne suis pas spécialiste du reboisement. Auparavant, j'ai exercé à l'Agence internationale de l'énergie. Auparavant, j'étais à l'ADEME, l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie. Aujourd'hui, depuis 3 ans, je suis en charge d'une nouvelle organisation qui est basée à Paris, qui est accueillie par l'OCDE et qui travaille uniquement pour les pays du G20. Donc c'est une plateforme des pays du G20 pour qu'ils collaborent sur les économies d'énergie. Chaque grande énergie dans le monde, que ce soit le nucléaire, le pétrole, le charbon, le gaz, ou les énergies renouvelables, à son agence internationale, alors que l'avenir, comme on va le voir, c'est d'abord dans la maîtrise des consommations d'énergie. Désormais, il y a une agence internationale qui rassemble les pays du G20 et j'en ai la charge. On n'est pas très nombreux, mais on a une très jolie mission et j'ai la chance d'exercer mon métier de passion au sein d'instances officielles. Mais cet après-midi, je vais vous présenter l'association Négawatt. Alors, comme les questions qui m'étaient posées par écrit portaient sur le climat et que c'est le point de départ, je vais me permettre, si vous voulez, d'avant de développer le scénario Négawatt, de vous expliquer à ma façon pourquoi le scénario Négawatt, pourquoi cette transition énergétique n'est plus une option, mais doit s'imposer. Et pour cela, bien comprendre le changement climatique, je suis sûr que vous connaissez le changement climatique, mais bien comprendre pourquoi face à la lutte contre le changement climatique, eh bien la transition énergétique est indispensable. Alors j'ai quelques visuels que j'ai l'occasion de présenter au niveau professionnel, dans mon parcours professionnel, que au sein de l'association Négawatt, j'aime beaucoup cette image de l'Afrique. Et puis je vais parler avec d'autant plus d'attention, c'est M. Letreut qui vient d'arriver dans la salle, conférencier suivant, qui lui est un des plus grands spécialistes français, même mondial, du changement climatique. Alors moi je vais vous expliquer à ma façon, il reprendra après, moi je ne suis pas un scientifique du climat. Je vous le disais, j'ai exercé en Afrique et aujourd'hui on a une bonne connaissance de la Terre grâce aux images satellites. Voici un magnifique coucher de soleil entre l'Europe et l'Afrique et on voit d'ailleurs les lumières de la ville qui s'allument et on voit la grande différence entre l'opulence au nord, en Europe, et puis un peu moins de lumière au sud. On voit dans le golfe du Guinée, au sud, au Cameroun, Nigeria, on voit des flammes. Là, ce n'est pas l'éclairage public, ce ne sont pas les villes, c'est les torchières qui brûlent le gaz qui n'est pas utilisé sur les plateformes offshore. Un énorme gaspillage d'énergie. Mais ce que j'aime bien dans cette image, c'est cette grande tache blanche que vous connaissez tous, qui est le Sahara. Et quand j'étais en Afrique, il y a peu encore, j'étais surpris de découvrir au cœur du Sahara qu'il y avait des images comme celle-ci. Au cœur du fin fond du Niger et du Tchad, on trouve dans les endroits
totalement désertique. On trouve ça, des images où on voit un éléphant, des girafes, des bœufs. Et ça, c'est pour nous rappeler qu'il y a 6000 ans, le Sahara était vert, aujourd'hui c'est un désert. Plus étonnant, cette découverte de peinture rupestre qui remonte à 20 000 ans, où l'on voit un pingouin, un cheval, des empreintes de mains et même un cerf. Et cette grotte a été découverte en France en 1990. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler, c'était une découverte majeure. La grotte Cosquer, ça vous dit quelque chose? C'est été découvert près de Marseille, dans les Calanques. Et c'est découvert relativement tard. Vous connaissez l'histoire? Non? C'est très intéressant parce que la grotte, en fait, a son entrée sous le niveau de la mer, exactement à moins 36 mètres sous le niveau de la mer. Et M. Cosquer est un plongeur particulièrement courageux et bien équipé. Il avait découvert au pied des Calanques de Marseille une entrée, une grotte qui était à moins 36 mètres. Et il a osé remonter la grotte sur une galerie naturelle de 175 mètres qui débouche sur cette cave, cette grotte à qui on a donné son nom. Et dans cette grotte, eh bien, il a pu prendre ces dessins-là. Alors, petite question, ces dessins ont été faits il y a 20 000 ans. Il y a 20 000 ans. Est-ce que nos ancêtres avaient l'équipement de scaphandrier ou d'homme grenouille pour tous les jours plonger à moins 36 mètres? Non, bien sûr que non. Je vous montre ça parce que il y a 10 000 ans, l'entrée de la grotte était à 80 mètres d'altitude. Parce qu'il y a 10 000 ans, voici à quoi ressemblait la mer Méditerranée. Les océans étaient plus bas de 120 mètres. Il y a 10 000 ans, le Sahara était vert, les océans étaient plus bas de 120 mètres, la Terre était à l'ère glaciaire, la dernière ère glaciaire. Et la différence entre cette Méditerranée, ce profil-là que l'on connaît, et celui, c'est 5 degrés Celsius. Je fais cette introduction simplement pour vous mettre en tête moins 5 degrés Celsius, qui est la température qui nous sépare de la dernière ère glaciaire, où les océans étaient plus bas de 120 mètres, le Sahara était vert, et des choses très intéressantes. La calotte glaciaire, elle débordait sur tout le continent nord-américain et sur tout le continent européen. Il y avait 1 km de glace, donc ça c'est la différence entre la Méditerranée il y a 15 000 ans et celle d'aujourd'hui. Et bien voilà une reconstitution de la planète Terre au temps de l'ère glaciaire. Et la calotte glaciaire, comme vous voyez, elle descendait dans les latitudes où se trouvent actuellement les grandes villes. Il y avait 1 km de glace sur l'emplacement de la ville de New York. Il n'y avait pas de manche qui séparait les îles anglaises et l'Europe. On pouvait et nos ancêtres passaient leur temps à s'adapter au climat. Et d'ailleurs, quand on regarde le détroit de Bering entre aujourd'hui et hier, on le voit mieux encore sur cette image-là, on comprend que les océans étant plus bas de 120 mètres, il y avait une continuité dans le continent Asie et Amérique latine qui a permis donc une migration naturelle des populations.